Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, merci de nous retrouver comme chaque matinée dans votre espace. Bonjour d'Algérie, exceptionnellement, je remplace aujourd'hui Mahrez que vous aurez le plaisir de retrouver à partir donc de vendredi, samedi et dimanche prochain, Inch'Allah, à cette même place. Nous aurons le plaisir de retrouver les rubriques habituelles du dimanche matin, à savoir la rubrique Coin Vert avec Mariam, la rubrique aussi de Djilani Maachi pour la coiffure et aussi donc Hakim Keshoud aussi pour le sport. Il viendra aussi nous parler de tout ce qui a marqué l'actualité sportive ce week-end et bien entendu des thématiques très intéressantes aujourd'hui à développer avec nos invités, à savoir cette rencontre qui a eu lieu avec la Croix-Rouge internationale et bien sûr les archives nationales à Alger avec cet échange et surtout ce don, un don de 30 000 documents d'archives au niveau des archives nationales qui ont été remis au niveau par la Croix-Rouge algérienne. Nous en parlerons en détail, surtout l'importance de cet acte, bien sûr, et cette action pour réhabiliter l'histoire de la guerre d'Algérie et bien entendu être au service des archives et aussi aux chercheurs qui travaillent sur l'histoire d'Algérie. Bien sûr, nous aurons également à revenir sur un événement qui a marqué aussi l'activité culturelle et surtout l'activité de la télévision algérienne, l'entreprise nationale de télévision algérienne, avec ce prix qui a été remporté, les 4 prix qui ont été remportés par la télévision nationale au niveau donc de l'ASBU, ce concours international de l'ASBU à Tunis. Ça s'est passé la semaine dernière. Nous aurons à en parler avec notre invité qui reviendra avec donc ces remises de prix et surtout ces catégories qui ont été distinguées. Nous allons également fêter bientôt, donc c'est dans 2 jours, les célébrations du 8 mai 45. Sétif est en fête et bien sûr revêtent nouveau visage avec plusieurs activités qui seront préparées. Bien entendu, nous y reviendrons à travers l'inauguration du tram de Sétif. Le tram avec la représentante, bien sûr la directrice de communication de Cetram, l'entreprise donc d'exploitation du tram algérien. Elle sera là pour nous parler de ce lancement officiel le 8 mai. Et puis on aura également à parler d'une association musicale andalouse, l'association donc surtout le festival de la musique Sanaa. Nous avions reçu mercredi dernier la commissaire de ce festival. Elle était venue nous annoncer donc ces festivités durant 3 jours, donc intenses bien sûr, avec différentes associations musicales. Aujourd'hui, Borj Bouari Ridge sera bien sûr à l'honneur avec l'association Biben Andalous qu'on aura plaisir à recevoir sur notre plateau. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous ce matin. J'espère que vous allez apprécier ce passage avec nous, bien sûr, jusqu'à 10h30 ce matin. Et puis je vous laisse tout de suite en compagnie de la météo présentée ce matin par Fariel Chir. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Bonjour à toutes et à tous, excellent réveil, ravi de vous retrouver. Bien aujourd'hui au programme, beaucoup de nuages bas, des températures en légère hausse à l'ouest. À l'intérieur centre-est, ça ne bouge pas, même type de temps. Le temps sera variable, voici la carte prévue par Météo Algérie. Donc pour ce matin, le temps sera variable avec possibilité de quelques faibles pluies, parfois accompagnées d'orages. À l'intérieur, les régions côtières du centre et de l'est, après dissipation de brume et des nuages bas, le temps sera voilé près des côtes ouest et encore une fois orageux à partir de l'après-midi au nord Sahara jusqu'au sud des oasis. À signaler aussi un temps venteux au Sahara central jusqu'au Sahara oriental. Les températures, les voici. On attend 25 à Tlemcen, 24 à Oran, El Beyod, 26 à Chlouf, 19 pour Batna Sétif Tizi Ouzou, 20 à Guelma, 31 à Béchar, Gardaya, 30 à Tindouf, 37 à Drar Ain Salah, 36 à Elizi, 34 à Hassim Saoud et enfin, il fera 42, c'est le maximum pour l'extrême sud. Place ce matin au continent européen. Regardez, le soleil sera très présent. Une journée bien ensoleillée avec des températures printanières. 28 degrés à Paris, à Londres aussi, 26 à Berne. Un temps souvent couvert vers le sud. Le temps sera pluvieux aussi à Athènes, à Bucarest. Côté température, 28 degrés à Bucarest, 24 à Athènes, 22 à Rome, Marseille, 24 à Bordeaux, 26 à Lisbonne et enfin 21 degrés à Dublin. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h39. Les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3 w.meteo.dz. Merci pour votre attention. Excellente matinée avec nous sur Canal Algérie. J'aurai le plaisir de vous retrouver au courant de cette journée pour d'autres nouvelles du temps. À tout à l'heure.
avec Mobilis. Suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, de retour sur le plateau. Après donc la météo, vous avez pu voir que sur Alger, il fait un petit peu frisqué et puis il a plu aussi. Donc faites attention, préparez vos parapluies, vos vestes et faites attention bien sûr sur les routes. Nous allons parler du don très important donc de la Croix-Rouge envers bien sûr les archives nationales, un don qui a été en tout cas significatif. Nous allons en parler avec nos deux représentants, donc des archives nationales, représentés ce matin par Abdelmajid Chihri. Bonjour. Sabah al-khir. Sabah al-khir, bienvenue parmi nous. Vous êtes le directeur général des archives nationales. Et vous êtes accompagné ce matin par Linda Bouali. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes la responsable de communication du Comité international de la Croix-Rouge. Tout à fait, ici en Algérie. Ici en Algérie, tout à fait. Alors ça a été un don vraiment très important et significatif. Hein. C'est d'une valeur inestimable pour les archives nationales et pour le peuple algérien, n'est-ce pas, Monsieur Chihri? Oui, certainement. Certainement, c'est un fonds qui retrace un peu l'activité du CICR, du Comité de la Croix-Rouge internationale, pendant la guerre de libération nationale et vis-à-vis de la population algérienne et surtout les internés et les prisonniers, ainsi que d'autres aspects. Ça fait quelques années, l'Algérie a quand même pu récupérer pas mal d'archives depuis pour pouvoir aussi utiliser ces archives pour la recherche et compléter notre histoire et continuer à permettre aux historiens de travailler sur l'histoire de la guerre d'Algérie. Oui. Alors, pour ce qui est de ce fonds arrive à point nommé, parce que il ouvre d'autres perspectives dans la recherche. Parce qu'on a eu tendance un peu à s'attarder sur les événements, sur les hommes politiques, les responsables de la guerre, les révolutionnaires, si vous voulez. Mais on a oublié un autre aspect, c'est celui de la vie de tous les jours. Or, la vie de tous les jours, c'est celle qui fait les événements aussi. La révolution algérienne n'est pas le fait de quelques individus, quel que soit leur degré de responsabilité, mais c'est tout un peuple qui s'est lancé dans ce qu'on a appelé au début, en 1954, une aventure. Parce que c'était effectivement naviguer à vue. On n'avait pas les moyens de faire une véritable guerre, mais
on s'y est lancé. Et toute Avec cette beaucoup de population courage. qui a été malmenée Ce peuple qui a été opprimé. par le colonialisme a quand même souffert et s'est retrouvé à un moment ou à un autre emprisonné et maltraité. Donc il fallait absolument que cet aspect humanitaire soit mis à jour C'est ça. et qu'on s'en occupe. La révolution algérienne, comme toutes les révolutions, ne pouvait pas prendre en charge totalement, parce qu'il y avait quand même des conditions de sécurité. Même si on avait les moyens, on ne pouvait pas intervenir à tout moment. Et donc, il fallait absolument que les organismes qui s'occupent de ce Cet aspect volet, humanitaire, et ces organismes-là ont été sollicités. Alors, certains se disent, mais comment les responsables algériens ont-ils pensé à s'adresser au comité international de la Croix-Rouge pour les intéresser à... une cause qui n'était encore pas connue. Là, La ça guerre pose, d'Algérie. ça pose énormément de questions que, certainement, maintenant que les documents sont là, ces questions-là tiennent d'abord comment le CICR a accepté. Lui qui, généralement, a des rapports avec des États. C'est une organisation humanitaire, c'est un fait, une organisation internationale, mais elle n'a pas l'habitude de traiter avec des organisations. Des organisations que d'aucuns Clandestine, à l'époque, bien sûr, le FLN taxent n'était pas connu. taxent de terroristes. Donc, qui fait de la violence Ouais. son travail quotidien. Elle est là pour arracher une souveraineté qui a été ravie en 1830. Et donc, pardon, le CICR, c'était l'organisation idoine. Encore fallait-il la convaincre. Mais des hommes étaient là, très forts, très bien organisés. Les services secrets algériens étaient Très formés, intelligent aussi. ont très bien compris comment interpeller cette organisation internationale qui était là pour aider les personnes qui étaient en détresse. Et Oui. donc il y a eu une stratégie de communication même à l'époque qui a emmené cette Croix-Rouge à venir constater la prise en charge des prisonniers qui étaient bien sûr côté algérien. Oui, cela m'amène à dire que la demande algérienne s'inscrit dans toute la stratégie de la révolution. Parce que je pense que le téléspectateur est en droit de savoir quels ont été les cheminements et quels ont été les objectifs qui avaient été fixés dès le départ. Il ne faut pas oublier que l'Algérie, en 1830, a subi une guerre d'agression. Donc un État a disparu. Après, l'Algérie n'avait aucun statut. Ce n'était ni une colonie, ni un territoire occupé. C'était tout sauf quelque chose de palpable et d'existant. C'était un peuple qui était opprimé au quotidien. Une partie qui a été intégrée au territoire français et donc elle n'avait plus d'existence, sauf dans le cadre français. C'est ça. Tout cela a amené des révoltes, mais vers la fin, ce n'était plus une révolte, parce que les révoltes, c'est sporadique. C'était une révolution nationale qui a d'abord embrasé tout le pays, et en plus de cela, il fallait absolument, c'est l'un des objectifs dans l'appel du 1er novembre, il fallait internationaliser la question algérienne pour que tout le monde sache qu'il y a
il y a eu une guerre et que la guerre n'est pas terminée, il faut la refaire pour arriver à l'objectif final qui est le recouvrement de la souveraineté nationale. Il fallait qu'elle sorte Alors, en donc, dehors, bien sûr, des frontières. dans ce contexte-là, la révolution algérienne s'est rapprochée du CICR. D'abord, certains diront c'est une tactique. Bien sûr, ça a été une tactique de nos services secrets. Mais ça faisait partie de la stratégie de la révolution. Tout à fait, aux frontières, bien sûr, et donc, maghrébines et tunisiennes. Oui, et donc, la première chose qu'il fallait faire, c'est accepter de se mettre sous la protection des conventions de Genève. C'est ça. Et ceci est très gênant pour l'adversaire français, parce que on n'émarge pas aux accords de Genève si on n'est pas un État. Voilà une organisation qui non seulement accepte, mais se soumet. C'est ça, aux conditions. Aux conditions des conventions de Genève. Très bien. Eh bien, on va donner la parole à notre invitée, qui est donc Linda Bouali, qui est donc la responsable de communication de la Croix-Rouge internationale représentée ici en Algérie. Alors, ça a été un bel événement, le fait donc de travailler avec les archives nationales et surtout remettre ces dons et surtout cette partie très importante, donc écrite et audiovisuelle aussi aux archives nationales. Tout à fait. Alors pour nous, c'est vrai que c'était un aboutissement qui était important pour nous. C'est un projet qu'on mène depuis maintenant 2013. Oui. Et ça s'est fait, c'est vrai, depuis 2013, on a pu les livrer que la semaine dernière. Donc, et ça, c'était vraiment un événement pour nous, comme vous le dites, parce que pendant la guerre de libération, finalement, on était la seule organisation humanitaire qui était présente ici en Algérie. Sur le terrain, pour exactement. Voir, bien sûr, donc, constater, voir. Exactement. Donc le but était purement humanitaire. Donc dès le déclenchement de la révolution, les responsables du comité international de l'époque ont approché, parce que l'Algérie, à l'époque, juridiquement, c'était un défi pour le CICR, parce que, comme disait M. Chiri, l'Algérie était considérée comme un département français. Donc là, les responsables du CICR ont approché les autorités françaises et ils ont fait une offre de service initialement qui était axée sur la visite des lieux de détention. On a eu l'accord 48 heures après, donc le 23 février, on a eu l'accord des autorités françaises et on a commencé, un mois ou 2 mois après, on a commencé à effectuer les visites des lieux de détention. Jusqu'à 62, le CICR, il a effectué 490 visites sur tout le territoire algérien des lieux de détention et 90 visites en France, parce que les détenus algériens étaient ici en Algérie et ils étaient aussi en France. Après, il a porté, dans un deuxième temps, il a porté assistance à ces détenus algériens. Et le deuxième volet sur lequel le CICR s'est concentré aussi, c'était l'assistance. Donc il a apporté assistance aux réfugiés qui étaient du côté marocain et qui étaient du côté tunisien. Après, il y a eu un autre type de bénéficiaires, c'était les déplacés internes. Comme vous le savez, il y avait beaucoup d'Algériens qui étaient déplacés d'un village à un autre. Et là, il y avait, je ne dirais pas uniquement le CICR, parce qu'il y avait aussi les sociétés nationales, ce qu'on appelle chez nous les sociétés nationales. Donc, c'est les Croissants Rouges, le Croissant Rouge marocain, le Croissant Rouge tunisien. Vous avez aussi assisté à la création aussi donc du Croissant Rouge algérien. Et vous avez aidé. Voilà, et j'arrive ici donc avec la création du Croissant Rouge algérien. C'est vrai qu'il n'était pas reconnu officiellement, voilà. Mais le CICR, il a travaillé. Il y a eu Farhat Abbas qui a installé à l'époque le docteur Bentami, qui était représentant du Croissant Rouge algérien au niveau de Genève, et il était constamment... personnellement, j'ai eu l'honneur de voir ces archives physiquement, de lire toute l'histoire qu'il y avait derrière, et c'est des histoires vraiment passionnantes, parce que
Par exemple, il y a beaucoup de personnalités qui étaient vraiment humaines, que ce soit du côté algérien, que ce soit à l'international, que ce soit aussi du côté français. Bien sûr. Côté algérien, il y a eu aussi ces images qu'on a pu voir aussi à travers des archives aussi de la télévision, donc où on voit aussi des prisonniers français bien traités par le gouvernement de l'époque provisoire algérien, qui aussi prouvaient à la Croix-Rouge comme au gouvernement français que l'Algérie était prête à être aussi un État. Il fallait reconnaître aussi au niveau international. Justement, ça c'est un volet où je voulais arriver en quatrième, parce qu'il y a la visite des lieux de détention, il y a l'assistance aux réfugiés et aux déplacés. Après, il y a eu aussi cette libération de prisonniers. Donc pour la libération des prisonniers, c'est vrai qu'il y avait... parce que, en fait, quand le CICR il visitait les détenus algériens, et du côté français aussi, on se sentait... Parce que il faut savoir qu'on a des principes de travail. On est neutre, impartial. C'est très difficile. C'est très difficile de faire la balance. Donc, du coup, on a approché, parce que les délégués du CICR à l'époque, ils ont approché les détenus, les leaders du GPRA qui étaient détenus en France, entre autres M. Bembella. Et c'est là où ils ont pris les premiers contacts avec les leaders de l'ALN et du GPRA. Et c'est là où ils ont aussi négocié la possibilité de visiter des détenus français qui étaient en main de l'ALN. C'est vrai que l'ALN n'avait pas des infrastructures de détention, des prisons et tout ce qui s'ensuit. Donc là, le CICR, il a pu rentrer via la frontière tunisienne, aller dans le maquis, visiter les prisonniers et remettre ce qu'on appelle des lettres de contact avec leur famille. Voilà. Donc, exactement, c'était là où pour la première fois les familles de prisonniers français pouvaient constater qu'ils étaient toujours en vie. Et ça a été une grande victoire pour le gouvernement provisoire de l'époque algérien. Tout à fait. D'ailleurs, ça a fait, quand on va dans les archives du CICR, on voit toute la partie médiatique qui était autour de cela. Et on attendait toujours la prochaine libération, la prochaine de ces détenus. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tout cela, on l'a retracé dans un film documentaire qu'on a réalisé avec M. Saïd Ulmi. Et là, on reprend tous ces volets-là parce que c'est vrai que pour nous, on remet aux autorités algériennes, on remet à la direction générale et qu'on remercie, parce que sans la direction générale des archives nationales, ce projet n'aurait pas abouti aujourd'hui. Et pour nous, c'est vraiment important de mettre la lumière sur cette partie de notre histoire, qui est une partie douloureuse pour les Algériens, mais pour nous, c'est important parce que ce projet, il est porté beaucoup plus sur l'avenir, parce qu'on souhaite, avec la direction générale, d'ailleurs, c'est ce qu'on a mis dans le deuxième accord, promouvoir toute cette partie de l'histoire qui est portée sur l'humanitaire. Donc, tout à fait. Alors, vous avez donc commencé à remettre et travailler bien sûr sur les fonds que vous avez donc remis aux archives nationales. Là, vous êtes en train de faire la partie promotion de toutes ces archives que vous avez remis. Donc, il y a une partie donc, qui va être numérisée, qui est en train d'être numérisée, qui va être mise au service, bien sûr, de tous ceux qui veulent consulter les archives nationales, notamment les étudiants, les chercheurs, les historiens. Oui. Bon, tout ce fonds est déjà numérisé en réalité. Et donc, je profite de l'occasion pour remercier le CICR de nous avoir fait l'honneur d'être le premier bénéficiaire de l'ouverture des archives du CICR. Il est vrai que le CICR a une petite histoire avec l'Algérie qui est très ancienne. Il ne s'agit pas seulement de la période de la guerre de libération de la révolution algérienne, mais ça remonte beaucoup plus loin. Et donc, nous considérons que ce don qui nous est fait, comme je le disais tout à l'heure, vient à point nommé parce que nous avons besoin, dans l'écriture de notre histoire, de considérer tous les aspects. L'aspect humanitaire, c'est pourquoi d'ailleurs nous parlons de révolution et non pas nous parlons plus de révolution que de guerre de libération. Oui. La révolution, ce n'est pas seulement l'effet militaire, c'est également l'organisation de toute une population en guerre.
C'est ça. Et donc, les principes qui sont arrêtés par le CICR, sa façon de travailler, ont été pris en compte par l'ALN et le FLN pour montrer au monde entier que d'abord, cette Algérie doit être indépendante, elle doit voler de ses propres ailes, et ensuite, elle s'engage à se comporter comme une nation civilisée. C'est ça. Alors on va voir ensemble. Et elle l'a montré Oui. par le traitement des quelques prisonniers, parce que comme le disait Quelques prisonniers, mademoiselle Linda, effectivement, nous n'avions pas les infrastructures et structures et nous n'avions adéquates. pas besoin d'avoir beaucoup de prisonniers, parce que ça devenait un poids très grand à gérer. Donc il fallait seulement en avoir pour montrer justement ces aspects au monde entier que nous aussi, nous nous préoccupons de ce que pensent les familles. Voilà. Et bien sûr, montrer la puissance aussi donc, également, bien sûr, du peuple effectivement, algérien. Et surtout, parce que quand on fait un l'organisation. prisonnier, il faut le protéger. Oui. En temps de guerre et dans Et les il fallait maquis, aussi passer entre les et failles, les mailles du filet. passer au barrage électrifié des lignes Charles et Maurice. Ça a été un défi. Hein. C'était un défi, Voilà. effectivement. On va voir ensemble quelques images et des extraits justement de cette remise ensemble pour voir un petit peu ces archives nationales qui ont été remises par la Croix-Rouge internationale. Merci beaucoup. Merci à vous pour Merci votre aussi, engagement. هيئة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين On peut commenter les images. Allez-y. Oui, en fait, c'est Madame Jande qui a remis les archives à Monsieur Chiri qui était avec nous depuis 2013. Et c'est vrai que c'était un heureux événement pour nous. Et Voilà. comme vous avez vu sur les photos, donc c'était des photos de notre film documentaire où on montrait certaines images concernant la visite des lieux de détention, la visite aux prisonniers, que ce soit du côté algérien, que ce soit du côté français aussi. Donc là, on a finalisé la partie numérisation, donc on a respecté notre premier accord qui consistait à numériser et à remettre à Monsieur Chiri, à la Direction générale des Archives nationales, cette partie Qui numérisée. a reçu avec beaucoup d'émotion Oui, ce tout à don. fait, tout à fait. Après, maintenant, on rentre dans la deuxième phase, donc on leur laisse le temps de traiter tout, parce que c'est une base de données quand même qui est assez Considérable. considérable. Plus de 30 000 archives, documents d'archives. documents d'archives. Alors, en volume, Photos. pour vous donner une idée, c'est approximativement 60 boîtes d'archives. Waouh. Donc, c'est des rapports, c'est des correspondances, C'est des correspondances, le c'est CICR, entre les autorités avec les autorités algériennes de Oui. l'époque, avec les autorités françaises, avec toutes les composantes du mouvement. Alors, ce qu'on appelle les composantes du mouvement, c'est toutes les croix et les croissants rouges, que ce soit marocains, tunisiens ou à l'international aussi, bien. parce qu'il y avait toute une mobilisation à l'international aussi. Et, Partie audiovisuelle. alors, il y a une partie audiovisuelle aussi, pas beaucoup, parce qu'à l'époque, l'audiovisuel ne faisait pas partie du paysage. Après, par contre, il y a énormément de photos. Voilà. Voilà. Nous, on a eu quand même la chance d'avoir des grands noms comme M. Tahar Ben Hannesh, aussi Jamal Chanderli, qui ont pu rapporter des images du front et surtout donc, de la guerre de libération nationale, qui font partie aujourd'hui du fond des archives nationales, n'est-ce pas, oui. M. Chiri? Oui. Non, moi je voudrais apporter une précision qui est très très importante et qui est à mettre à l'actif du CICR. En matière d'internationalisation, la révolution algérienne voulait absolument être reconnue. Oui. C'est un fait. Et surtout être reconnue par l'adversaire. Eh bien, par l'action du CICR,
le CICR a découvert, ce n'était pas un hasard, mais il a découvert qu'il y a certains centres de détention qui étaient réservés à des moujahidines qui avaient été pris les armes à la main. Oui. Ceci est très important parce que ils ont tout de suite demandé à ce qu'ils soient considérés comme prisonniers de guerre Bien et donc traité. que la Convention de Genève qui protège les prisonniers de guerre leur soit appliquée. Ce qui était très difficile. Mais le fait même d'avoir admis ce principe faisait que la révolution algérienne venait d'être reconnue par les autorités françaises implicitement Exactement. et a donné à la révolution algérienne et aux combattants algériens le statut de belligérant. Ce qui en droit international est très important parce que l'Algérie, à partir du moment où la mission du CICR a visité, par exemple, Qasr Ter, à partir de ce moment-là, les combattants de la LN devenaient belligérants. C'est ça. Ce qui leur donnait un statut un peu particulier. Ce n'était plus des terroristes, C'était plus des hors-la-loi. ce n'était plus des hors-la-loi. Et, comme par hasard, le général de Gaulle commençait déjà à parler, il voulait parler aux combattants. C'est ça. Il fallait à ce Ça, moment-là c'est quand même une donc, reconnaissance. un poids très important. C'est une vis-à-vis, reconnaissance donc, très, très de la importante. diplomatie algérienne. Bien sûr, bien sûr. Et donc, le CICR a eu cette clairvoyance de faire un peu la différence entre le civil qui était engagé dans la révolution et le militaire qui, lui, était là, pris les armes à la main et cantonné dans des centres particuliers. C'est ça. Alors, beaucoup donc, de ces archives ont été donc, enregistrées, numérisées bien sûr, et une banque de données aussi. C'est-à-dire que ça sera, on aura possibilité donc, de voir ça Mais sur très Internet. très rapidement, parce qu'il s'agit seulement d'intégrer ce fonds dans les bases de données, dans nos bases de données, pour qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement et qu'il n'y ait pas de, disons, de procédure particulière à ce fonds. Très bien. Il faut qu'il soit intégré dans les autres archives. Dans les autres archives et qu'il soit considéré et qu'il soit traité de la même façon. Donc ceci va demander peut-être au plus un mois, 2 mois. Voilà, de travail par vos documentalistes. De travail par nos archivistes qui vont donner toute la priorité à ce fonds pour qu'il soit mis le plus rapidement possible à la disposition des chercheurs. Voilà, c'est magnifique. Donc on sait aussi, par contre, que vous allez continuer cette donation. Il y aura d'autres archives peut-être qui vont être donc, données, offertes. On cherche. Oui. Voilà. On cherche. Parce qu'on sait bien qu'il y a une grande partie encore au niveau donc, des archives, au niveau donc, tout à fait. Alors, de la Croix-Rouge. on a deux catégories d'archives chez nous. Donc, il y a les archives générales qu'on met à la disposition du grand public après 50 ans. Parce qu'en fait, justement, au niveau des archives, par exemple, les archives de l'Algérie ont été ouvertes donc après 50 ans de la guerre, de la fin de la guerre. Après, et ça, c'est pour tous les conflits, pas uniquement pour l'Algérie. Donc là, au niveau des archives du CICR, on est en plein réflexion sur la stratégie parce que là, on arrive dans des conflits qui sont toujours d'actualité et ça devient difficile pour nous de gérer tout cela. Et il faut savoir que le CICR, les archives, c'est vraiment pas quelque chose sur laquelle nous travaillons. Donc, on est beaucoup plus dans les opérations, on est beaucoup plus dans l'actuel, dans l'avenir, avec tous les conflits malheureusement qui existent encore aujourd'hui. Exactement. Donc, ça devient difficile pour nous. Donc là, on est en plein réflexion. Les archives personnelles, c'est 70 ans et le CICR, il peut, par le conseil d'administration, il peut fermer ou il peut ouvrir selon la... Parce que quand il y a toujours eu des difficultés justement à l'ouverture des archives, à la consultation des archives. C'est pour ça que, bien sûr, les chercheurs ont du mal à pouvoir raconter toute l'histoire avec preuve à l'appui. Parce que quand on a les archives, c'est une preuve à l'appui, bien sûr, pour apporter
un témoignage. Exact. Alors, au niveau des archives de Genève, quand ils étaient ouverts, on a eu pas mal de chercheurs et d'historiens qui se sont intéressés aux archives du CICR, entre autres Raphaël Branche, entre autres. C'est des historiens et c'est des gens qui ont travaillé sur ces archives-là. Du côté algérien, il y a eu le professeur Khiyaté aussi qui a visité et qui a consulté ces archives. Et nous, le but, quand on a ramené ces archives ici en Algérie, parce que c'est pas évident pour les chercheurs d'aller au niveau de Genève et faire les recherches. C'est difficile. Donc là, on ramène les archives en Algérie à la Direction générale des archives nationales pour leur faciliter. Ouais. Après, pour le reste, on a le deuxième accord et on verra bien pour ce qu'on peut faire pour la deuxième partie de ces archives-là. Bravo à, bien sûr, à vous. Si vous êtes assez conciliant, on ira très loin. Voilà. En tout cas, bravo pour cette belle action. Moi, je voudrais, si vous permettez, je voudrais dire quelque chose en ce qui concerne l'ouverture des archives. Beaucoup de critiques sont faites vis-à-vis de l'ouverture des archives, et particulièrement, pas seulement pour les archives du CICR qui sont, disons, les dernières venues. Mais j'aimerais qu'il soit clair qu'en matière d'ouverture des archives, il y a une réglementation, il y a des lois, il y a des procédures. Ces procédures, ce n'est pas moi qui les ai faites. On accuse les archives nationales d'Algérie d'être fermées, et c'est pour cela que beaucoup de chercheurs n'osent pas venir. Ils ne savent même pas comment ces procédures peuvent être mises en œuvre. Quelles sont les exceptions. Alors moi je dis tout simplement, venez. Voilà, vous êtes venez aux archives nationales. Ne critiquez que quand vous serez venu et qu'à ce moment-là, vous ayez constaté que la demande de certaines archives ne peut pas être honorée, tout simplement parce qu'elles ne sont pas communicables. Dans tous les pays du monde, il y a des restrictions à la communication. Très bien, vous êtes là pour le dire, donc, pour témoigner de cela. Moi, je serais très heureux que les gens qui se permettent de critiquer et de dire qu'en Algérie, il n'y a pas d'archives, que les archives ne sont pas accessibles, eh bien, qu'ils se présentent. Très bien. Et on verra bien. On verra bien. Et les archives du CICR, nous nous sommes engagés, nous nous sommes engagés vis-à-vis du CICR d'ouvrir ces archives à la communication sans pratiquement aucune restriction. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On a déjà pris beaucoup de temps, on a beaucoup d'invités aujourd'hui. On vous dit merci pour d'être venu ce matin nous parler de ce don très important pour, bien sûr, les archives nationales algériennes et surtout pour le peuple algérien, pour l'écriture de l'histoire. Je vous dis à très bientôt. Bonne chance pour ce que vous faites au niveau donc, de la Croix-Rouge internationale. Merci, monsieur Chéri. C'est nous également qui vous remercions de nous avoir reçus. C'est gentil. De nous avoir écoutés. Voilà. Et on vous dit bonne chance. On se reverra sûrement pour d'autres thématiques au niveau donc, des archives nationales. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Mariam Moussaïd qui s'est intéressé au niveau donc, du bardo, de cette belle collection d'instruments de musique. Regardez, on se retrouve juste après. La musique et la danse font partie de la vie des Africains, scandant le rythme de leur existence. Ils sont présents dans tous les domaines d'activité, la chasse, la pêche, en passant par les travaux domestiques et celles des champs. La musique, contrairement à la danse, est naturellement présente dans toutes les fêtes, particulièrement dans des cérémonies saisonnières et rituelles. Cérémonies pour conjurer de mauvais sorts ou calmer les esprits, ou elle est présente aussi dans des événements importants de la vie, tels que la naissance, les initiations, fiançailles, mariages et funérailles. C'est la première fois où le musée a voulu faire sortir cette collection des réserves et pour les mettre en valeur et les montrer
aux visiteurs étrangers, aux nationaux. Donc l'idée était de faire sortir cette collection de l'anonymat des réserves, de voir comment la restaurer parce qu'elle était dans un état lamentable, 3, pour la mettre en valeur. On les appelle traditionnels pour éviter l'appellation occidentale ethnique et pour dire que ce sont des instruments traditionnels appartenant aux sociétés traditionnelles. L'Afrique possède une infinie variété d'instruments de musique traditionnelle, de facteurs tantôt extrêmement soignés, tantôt sommaires. Ils ont tous un point commun, ce ne sont pas des instruments fabriqués en série. D'une manière générale, le musicien fabrique lui-même son instrument et lui donne sa personnalité grâce à des articles variables d'un individu à l'autre. La nature africaine subsaharienne donne des éléments végétaux, etc., très différentes de celles qui existaient au Sahara ou en Amérique. Par exemple, l'instrument ngoni, c'est un instrument à cordes, il est fait à partir des calebasses. Mais en arrivant au nord, en arrivant au Sahara et même en les Amériques, ils ont changé et modifié la forme de cet instrument-là qui a donné au nord africain celui qu'on appelle le gambri et il a donné en Amérique banjo. Une exposition particulièrement riche, un voyage au rythme des instruments qui trouve un succès particulier auprès des visiteurs, petits et grands. On habite juste à côté, donc on est venu pour voir le musée Bardot et on ne savait pas vraiment qu'il y avait cette exposition. C'était une surprise d'avoir cette exposition et c'était vraiment très agréable de la partager avec les enfants parce que c'est des instruments qu'ils aiment bien. Et Sabri, quel est ton instrument préféré, toi? La guitare. La guitare, voilà. Et on a vu des tambours, des hochets, c'était très bien. Et c'était très complet, oui. Elle est bien illustrée avec des instruments et des cartes, etc. Et elle est accessible pour les petits et les grands. Voilà, elle est très intéressante. Voilà, une belle exposition qui est toujours visible, que vous aurez l'opportunité en tout cas de visiter, et pourquoi pas au niveau du musée Bardot. Bien sûr, nous allons parler musique tout de suite avec nos invités. Il s'agit donc du festival de musique Sanha. Ça se passe au Palais de la Culture tous les soirs. Aujourd'hui, c'est la dernière soirée, donc pressez-vous, allez-y, pourquoi pas. Et on a le plaisir de recevoir deux associations musicales donc, qui nous viennent de Borj Bouharerij. Avec nous, Monsieur Mohamed Tibourtine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Vous êtes le président de l'association Biban Al-Andalus. Oui. Voilà, et vous êtes accompagné de M. Abdelkader Semiaini. Et Semiani. Oui. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Vous êtes le président de l'association Janadia de Boufarik. Vous êtes avec nous, on a l'occasion de vous recevoir tous les deux, donc on a déjà eu l'occasion de vous recevoir. Oui. Et là, de retour, de nouveau, pour cette belle initiative, donc de cette 10e édition du festival Sanha. Oui. À Alger. Oui. Alors, comment se passent ces festivités? Non, ça se passe très bien. Hein. Donc, cette année, c'est exceptionnel. Hein, parce que c'était le 10e anniversaire du festival. Dont la première édition avait débuté en 2007. Oui. Et l'originalité de cette édition, c'est-à-dire chaque jour, hein, il y avait un hommage à un grand maître de la musique andalouse. Je peux citer pour le premier jour, hein, c'était Mohamed Ben Tafahi. Le deuxième jour, c'était Farid Khoudja. Farid Oujdi.
Faïd Rodjaï de Blida, on le salue s'il nous regarde, voilà. s'il a participé à cette festivité. Hier, c'était Mustafa Al-Bahar. Voilà. Et aujourd'hui, ce sera Mustafa Ben Gergoura. Voilà. Lui qui est originaire de Blida, un grand mélomane de musique arabo-andalouse, lui qui travaille normalement, qui a travaillé pour la sauvegarde et qui continue à travers son association musicale, bien sûr, qui perdure aujourd'hui. Exactement. C'est ce que vous faites d'ailleurs, vous êtes toujours dans la préservation, transmettre aussi cet amour de la musique algérienne, andalouse, à la jeune génération. D'ailleurs, c'est le rôle des associations de musique andalouse, parce que, bon, au vu de la loi, c'est une association, mais en fin de compte, c'est une école. C'est une école. Donc, on perpétue cette tradition. Il faut préserver notre patrimoine, parce qu'il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui va le préserver. Bien sûr. Donc, vous qui existez déjà depuis 2009 non, plutôt depuis 1985. 85 plutôt. 1985. C'est vous qui étiez depuis 2009. Notre ami, voilà. Donc, c'est le rôle des associations. Et malgré tout ce qu'on traverse, on essaye de s'arracher. Voilà, tenir bon et participer à des festivals, participer à des rencontres comme ça, où on rend hommage, bien sûr, à la musique arabo-andalouse. Voilà, c'est ça. Alors, vous vous êtes produit hier, c'est ça? Oui, hier on s'est produit hier soir. Les deux associations musicales. Oui, nous avons eu le plaisir de se produire à côté de l'association Djenadia. Oui. Donc, pour nous, c'est la 3e participation, même au vu de la jeunesse de l'association qui n'a été créée qu'en 2009. Oui. Mais quand même, on est à notre 3e participation au Festival de la musique Sanaa, qui est pour nous un repère très important, un aboutissement d'efforts, sans négliger toutes les participations aux différents festivals à travers les wilayas. Mais pour nous, le Festival de la musique Sanaa reste pour nous un repère particulier. Et là, je tiens à rendre hommage aux organisateurs, à leur tête Madame Bouchtout, pour son sérieux, surtout. Le sérieux, l'engagement et le professionnalisme de tout le staff. Comme le disait mon ami Abdelkader Smiani, malgré toutes les difficultés, toutes les entraves, si l'on veut, qui sont dues. Dans l'organisation d'un festival, c'est devenu difficile. C'est difficile, c'est un peu difficile. Mais là, on est là, les associations sont là. Et les jeunes surtout sont là. Oui. Et ça fait très plaisir de les voir sur scène, toujours enthousiastes, toujours aussi beaux à travers leurs costumes traditionnels. Oui. Et dans l'exécution de cette musique savante aussi, la musique andalouse. Mais le rattachement à ce patrimoine, et ce malgré toute la concurrence qu'il y a sur les médias, avec les réseaux sociaux, les multimédias qui sont là en concurrent très, très fort et très envahissant, si l'on veut, sur le plan culturel. Mais là, ça fait plaisir de voir un jeune ou une jeune s'intéresser et faire l'école. 18-20 ans, là, qui est avec sa mandoline ou sa cuitra, en train d'exécuter un istikhbar contre vents et marées. Alors, à Borj Barerid, j'imagine que vous faites aussi des récitals, quelquefois, au sein de l'association? Oui, l'association anime différentes occasions nationales ou locales à la ville de Borj Barij, la wilaya. Mais sinon, nous avons des participations à travers les wilayas qui nous invitent pour différents festivals. Je peux citer le festival du jeune musicien de Skigda, Blida, l'Akhbaria aussi. Et Borj Barij, dès que l'occasion se présente, on se produit dans un but, si l'on veut, un peu militant sur le plan culturel pour faire connaître cette musique et bien sûr sensibiliser toute une jeunesse. Rendre hommage à votre ville aussi, à travers bien sûr son potentiel jeunesse et surtout sauvegarder cette musique. Sauvegarder et sensibiliser tout l'entourage, jeunes et moins jeunes, pour œuvrer à préserver cette musique. Vous avez beaucoup d'élèves au sein de l'école? Nous avons en classe d'initiation 30 élèves. Très bien. Et la classe, si l'on veut, supérieure, l'orchestre, il est à 20. Et vous étiez combien hier sur scène? Hier sur scène, on était 15. On était 15 vu qu'on a privilégié l'efficacité de la production, donc on était 15 sur scène. Et vous avez bien sûr des solistes qui se démarquent par rapport à d'autres? Oui. Des noms? Hier, on a eu le plaisir d'écouter Aziza,
Aziza Salah, que je salue. Oui. Qui j'espère, va écouter ce matin le message du président de l'association. Elle a exécuté, peut-être Abdelkader Semiani peut en témoigner, qu'on a fait Ishqa al-Hadar, qui était une excellente interprétation, et je l'encourage à persévérer dans cette voie. Voilà. C'est des jeunes qui veulent toujours rester dans l'association ou qui veulent prendre leur envol, parce qu'en général, quand ils arrivent à un certain âge, catégorie, ils veulent prendre leur envol. Non, Borj Bararij, c'est pas comme Alger ou Blida où il y a une très forte tentation. D'accord. Borj, je ne pense pas. Et les élèves, dès maintenant, pensent déjà, d'ores et déjà, à m'aider et aider tout le staff à encadrer d'autres jeunes. Et... Vous avez fait des enregistrements de Nouba? Pas encore. C'est pas encore. C'est votre projet? Oui, c'est notre projet, mais ça va se faire en temps opportun. Très bien, Inch'Allah. Et peut-être du côté de Djenania, ça s'est déjà fait, des enregistrements? Oui, on est au 14e enregistrement. Waouh! En Nouba, Haouzi, Aroubé, Madh. Très bien. Donc, et bon, généralement, quand on prépare, chaque année, on prépare le Nouba. Après, quand elle est prête, on passe au studio. Et puis... Bien sûr. Et là, parlez-nous un petit peu de la soirée d'hier. Comment ça s'est passé? Quels ont été vos solistes les plus performants? Hier, on a présenté un medj, ce qu'on appelle un medj. C'est-à-dire un mélange de Nouba. Donc, on a fait un medj de Rib Zidane. C'est pas donné. C'est pas facile. Pour faire un medj. Donc, pratiquement au niveau de l'association de Genadia, on est au 4e match. On a fait déjà la rôle. Donc, comme soliste, on avait violoniste, notre violoniste de la rôle, c'était Bozar Tidali. À la mandoline, on avait Boumdal Insaf. Dans les voix, on avait Makhlouf Manel. Et bien d'autres. Parce qu'on donne l'occasion à tout la robe. On ne se limite pas à un seul ou deux solistes de la robe. Voilà. Et à chaque fois, vous donnez la chance à des solistes de pouvoir monter sur scène et d'exécuter une nouba ou une partie. Et puis aussi, c'est-à-dire l'avantage, c'est-à-dire chez nous, au niveau de l'association, c'est-à-dire les classes. Nous avons 3 classes. Initiation, moyenne et la supérieure. Elles sont dirigées par des élèves de l'association. Très bien. Voilà, donc c'est la relève. C'est toujours les anciens qui enseignent, qui encadrent les plus jeunes. Donc on a une moyenne, pas bon an, mal an, on a une centaine d'élèves. Très bien. Voilà. Et on espère augmenter ce chiffre dès qu'on aura bientôt, Inch'Allah, le nouveau siège. Donc il y a plus de petites filles, j'imagine, dans l'association? Alors, quand ils arrivent. Il y a... disons 75% de filles. Ah, quand même, 75% de filles. C'est toujours les parents qui veulent inscrire leurs petites filles pour faire de la musique andalouse. C'est tellement beau quand on les voit tout petits avec leurs petits instruments qui commencent sur lesquels ils peuvent gratter. Voilà. Et donc, l'association de Bouferik, aujourd'hui, travaille avec Blida assez souvent, non? Oui. Vu la proximité, vu aussi... D'ailleurs, il y a un projet qui est en cours, initié par la direction de la jeunesse et des sports de Blida. C'est la réalisation d'un coffret de 6 CD, 6 Nouba. Donc, on a choisi 6 associations de Blida. Chaque association a enregistré une Nouba. Et puis maintenant, on est en train de préparer un orchestre, parce qu'il est en cours de répétition, un orchestre qui va être composé de 60, c'est-à-dire 10, il y aura 10 musiciens de chaque association qui ont enregistré. D'accord. Donc les répétitions sont en cours, et puis peut-être d'ici août-septembre, tout sera terminé. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, il y a eu aussi de belles rencontres lors de ce festival de musique Sanaa, parce qu'il y a eu une journée aussi consacrée à l'étude, conférences, voilà, c'est ça. Il y a eu samedi, il y a eu une conférence, autour bien sûr de sur le système modal de la musique Sanaa, voilà, initié par le DNSM de Très bien. d'Alger, voilà. Et c'était fructueux, ça a apporté bien sûr de la formation. J'ai pas eu l'occasion d'y assister,
Mais d'après les échos, ça a été bénéfique. Voilà, pour les experts en tout cas, notamment pour ceux qui travaillent la musique andalouse, qui sauvegardent cette musique andalouse, parce que nous sommes en plein mois du patrimoine. Hein. Voilà. Donc du 18 avril au 18 mai, c'est uniquement consacré bien sûr à notre patrimoine, donc matériel et immatériel, et la musique arabo-andalouse, qui a toujours été transmise oralement aussi, reste encore une fois fragile pour ce qui est donc des archives, reste encore fragile pour ce qui est de l'enregistrement de certaines noubas qui ont perduré malgré le temps. Oui, pour ce qui est de la transmission, qui est jusqu'à présent transmission orale, moi ce que je suggère, à mon humble avis, les techniciens devraient s'y pencher sérieusement. On ne peut pas, comme ça, d'un coup de communication, décider est-ce qu'il faut l'écrire ou pas. Ouais. Ça, c'est un débat qu'il faut qu'il y ait un grand débat, une grande recherche, un grand atelier qui va s'inscrire dans la durée pour éventuellement aboutir sur des résolutions qui iraient dans un sens ou l'autre. Oui, c'est ça. Et ça ne pourrait pas être... on ne peut pas se permettre de le faire comme un avis, comme ça. Ce n'est pas un avis. Il faut que ça soit assis, en définitive, comme une résultante d'un atelier qui va s'inscrire, comme je l'ai dit, dans la durée. J'espère, Inch'Allah. En tout cas, pour permettre aussi aux amateurs, ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, cette musique andalouse, comprendre, parce qu'il y a des textes formidables à décortiquer. Et on a eu l'occasion, à maintes reprises, d'avoir donc des présidents d'associations qui nous parlaient de ces textes tellement riches et tellement qui pourraient être d'actualité, tellement beaux. Voilà, parce que il faut connaître, hein, parce que vraiment, il faut décortiquer. Les textes des noubas, des noubas, bon, qu'est-ce qu'ils reflètent? Ils reflètent le printemps, l'amour, bien d'autres, la nature. Hein. Voilà. Donc, et bien sûr, tout au long de la journée, il y avait donc des chants tout au long de la journée. Donc chaque chant avait son propre horaire. Il y avait bien entendu toute cette richesse dans la composition de la nouba. Bon, ce qu'on disait, c'est-à-dire ce qu'on dit... Pardon. Il y avait 24 noubas, comme on dit, 24 noubas, une nouba pour chaque heure de la journée. Mais malheureusement, toutes ces noubas ont disparu. Maintenant, on se retrouve avec 12 noubas, une douzaine de noubas. Et puis, il y a aussi 3 noubas inachevés. Donc, voilà. Très bien. En tout cas, on vous dit bonne chance pour le reste, pour vos activités au sein de vos associations respectives. L'association Biban Andalous de Bourj Bariri et l'association Djenadia, bien sûr, de Boufarik. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Et puis, la soirée continue. Ça sera donc ce soir, encore une fois, avec, bien sûr, le Festival de la musique Sanaa. Ce soir, il y aura au programme? Alors, il y a l'association Mzahana Dil Jazer de Chiraga. Et les artistes Lamia Aitamara et Farid Rouja. Très bien, voilà. Eh bien, on vous souhaite bonne soirée encore une fois et bonne continuation pour ce que vous faites. Ne ratez pas, c'est au Palais de la Culture, c'est bien sûr à partir de 18h. Voilà. On continue, on reste dans le domaine du patrimoine. Cette fois-ci, on vous fait découvrir un beau patrimoine qui appartient bien typiquement à l'Algérie et surtout dans toutes les régions d'Algérie, plus particulièrement dans le sud, l'est, l'ouest en tout cas. Cette fois-ci, on vous emmène du côté de Cherchel, voir la tapisserie, les savoir-faire donc de la tapisserie de Cherchel. C'est un reportage signé Friel Hamdi. La moitié ouest de la wilaya de Tipaza recèle des richesses aux couleurs naturelles impressionnantes, mais également des métiers de l'artisanat qui ont du mal à survivre en ces temps modernes. Il est 10h30 du matin. Direction la ville de Cherchel. Il fait beau, le printemps s'annonce avec ses belles couleurs. Nous avons rencontré Madame Rabia Chebili, qui nous a fait voyager à travers les motifs et les couleurs des tapis de Cherchel et du Manchenois. J'ai commencé à tisser les tapis à l'âge de 10 ans, pendant les vacances. Je le faisais avec ma sœur. C'était un peu comme un jeu au départ. Dans chaque foyer, il y avait au moins une femme tisseuse de tapis.
C'est un savoir-faire transmis de génération en génération. C'est un métier passionnant qui exige de la patience et de l'amour. Ces tissages de laine sont ornés de motifs géométriques finement dessinés. Rabia nous raconte son parcours. Elle nous explique avec fierté qu'elle a choisi de faire du tissage de tapis sa profession. Car pour elle, cet héritage a beaucoup de valeur. هاي الزربيه تاع شلشال ترمز الزربيه تاع شلشال بالموتيف تاعها لا موزايك هذه هي الصح هذه هي الصح ترمز بالانواع بالاشكال تاعها علاش ما نوضروش زربيه شلشال باش كي تهضري زربيه شلشال عندها هادو تنعني الحنوشه نتاع البحر هذه تعني الوسط تاعها البحر سي لو بلو فونسي هذا لو مارون هذا يعني للتراب هذا البلو كلير يعني للسماء وهذا الكحل يعني للظل زربيه شلشال هذه هي الصح زربيه شلشال لا موزايك هذه الدخله تاع شلشال وهذه الخرجه نتاع شلشال هذه هي الزربيه اللي تعني زربيه شلشال مام زربيه شنوا زربيه شنوا عندها من نوع اشكال نتاع زربيه شلشال كيما شنوا كيما زربيه شلشال كل منطقه تبع الانواع تاعها. Je suis venue en vacances voir ma tante Rabia qui a travaillé pendant de longues années dans la tapisserie de Cherchel, qui est une artiste. Et je trouve dommage que l'art, riche en symboles, et cette transmission qui est en train de s'éteindre, et la civilisation ne peut passer que par l'art. L'art est important et la tradition de la tapisserie algérienne cherchelloise a son importance et il faut impérativement la préserver. On ne peut pas laisser mourir une telle œuvre. Et quel que soit l'art, quel qu'il soit, il est riche, il est universel. Il parle à l'ensemble de la population du monde. Donc c'est aujourd'hui ou jamais de promouvoir notre culture, la culture algérienne et le patrimoine algérien. Et quand on dit tapis cherchellois, donc qui m'a expliqué quand m'a donné toute l'explication sur le tapis de Cherchel, c'est-à-dire avec ses motifs, quand on dit c'est qui le port qui le reconnu quand même, la mosquée de 100 colonnes ou quelques tapis les sur la ville de Cherchel, c'est vraiment intéressant parce qu'on veut présenter la ville de Cherchel avec son patrimoine. Tissé avec amour, au bout de quelques semaines de dur travail, de jour comme de nuit. Et en dépit des difficultés de commercialisation de leurs produits, les tisseuses continuent toujours leur activité de tissage. Oui, j'ai un tapis, oui, effectivement, j'en ai un. Voilà, de retour sur le plateau, comme vous avez l'habitude et coutume de retrouver chaque dimanche matin les rubriques habituelles du dimanche, à savoir le coin vert avec Mariam Moussaïd. Bonjour Mariam. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien. Parfait. Et puis, bien sûr, Jamel... Jamel. Jamel, qu'est-ce que je raconte? Dilani Maachi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Parfait, avec les tendances, les couples, les coiffures. Vous allez bien? Les beaux jours arrivent. Hein. Les beaux jours arrivent, bien que c'est encore timide. Hein. Faut pas trop se presser, il faut dire, hein, parce qu'en Algérie, il fait très vite, très chaud. Et très longtemps. Et très longtemps, Jusqu'au voilà. mois de novembre. Alors, on va parler de belles choses, donc des plantes déjà. On va commencer avec vous, Mariam. Parler un petit peu donc, de cette plante que vous nous avez rapportée ce matin. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler du genre de asparagus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le moment de les rempoter. Ouais. Donc, on les a laissés tranquilles pendant tout l'été, l'hiver et tout. Bon, maintenant, c'est le moment de pouvoir les remettre leur changer un peu le terreau, le substrat. Ouais. Et surtout, parler que c'est une très jolie plante, donc qui reste verte toute l'année, qui ne perd pas son feuillage. Il y a énormément d'espèces, en fait, de variétés. Voilà, de variétés plutôt d'asparagus. Et bon, aujourd'hui, je vous ai ramené celle-ci. Donc, il y a une autre aussi qui s'appelle asparagus queue de renard. Donc, elle est en forme de queue de renard. Il y a celle-ci qui est grimpante, avec son feuillage plutôt un peu plumeux, un peu aérien, très Moi, très ça me léger. rappelle mon enfance, parce qu'il y en avait chez ma grand-mère. Donc, dans le jardin, c'était très joli. On aimait faire des bouquets avec. Exactement. Ça vous rappelle pas quelque chose, Dilani? Sur les plantes, oui. Ouais. Seulement. Une coiffure.
Peut-être, ça va l'inspirer pour une coiffure Oui, éventuellement. peut-être cette espèce de joli vert tendre, pas très foncé. Donc c'est une plante qui pousse très bien en intérieur, en extérieur aussi, à condition de ne pas l'exposer trop au soleil, parce que quand même c'est une plante qui aime bien un petit peu être un peu dans l'ombre. Donc ce qu'elle aime aussi, elle aime les sols légers par contre. Si vous voulez la rempoter ou alors multiplier, plutôt séparer la motte, ce qu'il faudra faire c'est utiliser du terreau, de préférence du terreau, sans aucun autre mélange, et vous verrez que la plante se portera très très bien. Donc généralement les racines sont comment? Alors certaines variétés ce sont comme des tout petits navets, d'autres on peut trouver des espèces de très grosses racines, et rapidement au bout d'un moment le pot se remplit de racines et il commence à sortir de son conteneur. Donc ce qu'on va faire, dès qu'on va voir que la terre commence à monter, qu'il commence à sortir, ça veut dire que c'est le moment. Donc on enlève les racines, il ne faut pas avoir peur, donc on l'enlève complètement. Exactement, donc on dit comme on fait pour un bonsaï, donc on va carrément enlever beaucoup de racines, toutes les espèces de petites ramifications, et on le remet dans un terreau. Les racines, les radicelles, etc. Exactement. On peut garder tout ça et rempoter dans un plus grand pot peut-être? Oui, on peut le faire, mais étant donné que généralement on aime bien l'avoir en intérieur de préférence, donc l'avoir petit. Donc, parce que si on commence à suivre les plantes, on va se retrouver avec des pots immenses. Donc de préférence ici, gardez toujours un petit conteneur, et quand on change le terreau, on lui donne tout ce qu'il faudra, tous les nutriments dont elle a besoin. Elle s'épanouira très très bien. Donc celle-ci est grimpante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle peut arriver jusqu'à 2 mètres de haut, pourvu qu'elle ait où s'accrocher. Et ce qui est sympathique, c'est qu'en fait, elle n'a pas des piquants, mais en fait, elle a des tout petits crochets. Voilà. En fait, elle s'agrippe là où elle peut s'agripper, elle s'agrippe et elle s'agrippe sur les murs, sur les feuillages. Dès qu'il y a une branche qui a atteint un endroit, après toutes les autres s'accrochent à cette branche-là. Et donc ça peut faire vraiment très très joli. Et c'est une très belle couleur, justement, une couleur verte, qui est donc tout au long de l'année. Hein, oui, donc c'est vraiment, en plus c'est un vert assez particulier, c'est vraiment très, il a une espèce de transparence, donc vraiment joli. Et donc à la maison vous pouvez l'avoir dans la cuisine, dans le salon, pourvu qu'il y ait bien entendu un puits de lumière bien éclairé. Et voilà, donc vraiment on n'a pas vraiment d'ennemis. Ce qui est sympa, c'est qu'on n'a pas besoin de... Non, voilà, donc c'est vraiment ça. C'est vraiment un point positif pour cette plante, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre des produits chimiques souvent. Elle n'a pas vraiment d'ennemis, donc on la laisse, on l'arrose, on lui change chaque 2 ans de conteneur. Et voilà. Et comment est-ce qu'elle se multiplie? Est-ce qu'on peut replanter une bouture? Non, au niveau par exemple, comme par exemple pour le géranium, prendre une bouture, non, ça ne la replanter, ça c'est pas possible. Il faut vraiment avoir le système racinaire avec. Le système racinaire. Et comme je vous ai dit, il y a énormément de variétés, donc là, on en trouve, il y en a des très communs, où on les trouve un peu partout, pratiquement, surtout au niveau des sociétés. C'est en fait une plante d'ornementation. Hein. Exactement. Plus pas de fruits, rien du tout, pas d'avantage, pas d'inconvénients. Exactement. Voilà, c'est vraiment ça. C'est une plante qui se laisse vivre. C'est une plante qui se laisse vivre et aussi vraiment qui nous donne pas beaucoup de boulot, mis à part arroser de temps en temps. Voilà. Alors Mohamed, notre chef d'émission, nous dit que ça s'appelle sekoum en arabe. Sekoum, d'accord. Voilà. Je connaissais pas en arabe. Il faut leur parler aussi les plantes. Ah ben oui. Oui, quand on a du temps, quand on parle pas toute la journée, parce qu'il y a des moments où on parle à longueur de journée, il arrive le soir. Alors, il me dit aussi que ça se faisait très souvent dans les mariages, c'est-à-dire dans les familles algériennes, à l'époque il n'y avait pas les grandes salles, etc. On utilisait ces plantes comme ça dans les maisons. Exactement. Pour décorer. Tout à fait. Donc c'est vrai, fleurs, effectivement. Donc il y avait ça, plus bien entendu aussi les feuilles de palmier. Très souvent c'était ça qu'on utilisait pour embellir et tout. Et il faut savoir qu'il y a aussi une espèce, alors ça s'appelle l'asparagus des fleuristes, donc qui est connu. Donc généralement dans tous les bouquets, quand on se rend chez un fleuriste, on trouve ces asparagus. Et ce qu'il y a, c'est que en fait elles ne fanent pas rapidement. Les asparagus des fleuristes ne fanent pas rapidement, donc elle va rester assez longtemps verte, donc tout le long. Bon, elle dépassera même les roses. Je suis sûre que les roses seront fanées. C'est sûr. Et peut-être que l'inconvénient, c'est que ça perd quelques petites feuilles. Beaucoup. Oui, celle des fleuristes. Voilà. Mais celle-là, par contre, non. Ça tient. Ça tient parfaitement. Et en fait, il n'y a vraiment rien. Donc, elle ne fane pas, elle ne tombe pas. C'est vraiment ça excellent. Sèche quelquefois. Bon, voilà. Après, il faut rafraîchir. Voilà. Bien, comment on fait pour les cheveux. C'est joli, en tout cas. Maachi va nous dire comment tailler un asparagus. Parce que même, j'ai beaucoup de clientes. Souvent, moi aussi, j'ai des plantes dans mon salon à Paris. Les gens, quand ils passent dans la rue, ils s'arrêtent pour regarder les plantes, justement. Des fois, je regarde si regarder les tarifs, pour regarder les plantes.
C'est dans le temps, je vois l'utile à l'agréable. Voilà. Alors vous n'allez pas nous parler de la taille, ni d'une coupe, ni d'une coiffure, mais plutôt d'une tendance, couleur. Enfin, tendance, c'est pas la tendance. Parce que la tendance, c'est tous les jours. Hein. C'est pas pratiquement une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Ouais. C'est-à-dire quand on arrive sur une période comme en ce moment, c'est les beaux jours qui arrivent, et l'envie justement de changer de look. Elles vont être sûrement nombreuses dès qu'il fait beau, les femmes courent devant les salons de coiffure pour essayer de trouver un autre look, mais comment aussi protéger son cheveu pendant cette période de chaleur. C'est ça, avec des pigments pour que aussi. Pour que la couleur tienne pour que la couleur tienne beaucoup plus longtemps. Surtout, on a tendance plus à faire des couleurs pendant la période d'été qu'en hiver. C'est sûr. Et là, l'été, c'est le soleil. L'agressivité, bien sûr, du soleil. Bien sûr. Quand on se baigne, c'est la mer, l'eau salée, le chlore, si c'est les piscines, etc. Voilà, tout ça. Justement, on va l'avoir tout à l'heure sur la vidéo. J'ai choisi un blanc lumineux pour Jessica, pour lui éveiller son naturel et surtout lui créer l'effet soleil. Très bien. Donc, surtout, maîtriser la couleur. Donc, on va la voir sur la vidéo. On va voir. On y va. Donc on a vu Jessica qui est rentrée avec une couleur, qui est rentrée avec des cheveux raplapla, qui est ressortie avec les cheveux tout bouclés, avec une couleur aussi d'un blond lumineux. Voilà, d'un blond lumineux. Et aujourd'hui, ça tombe très bien, sûrement peut-être la semaine prochaine, je pense que je serai de retour. J'ai reçu un nouveau produit que j'ai testé cette semaine dans mon salon, justement de faire le même effet de mèche et de balayage. Mais alors là, c'est pas du tout avec la poudre ammoniaquée, c'est que de la terre d'argile et l'huile d'olive. D'accord. On arrive à obtenir des bleus lumineux. Une terre d'argile quand même pigmentée. Pigmentée, bien sûr. Mais sans ammoniac. Il y a sans ammoniac, il n'y a aucun produit chimique dedans. D'ailleurs, et en plus, la poudre, elle est tellement parfumée, on en a envie de la manger. Ah. C'est pas agressif. C'est vrai que ces textures sont assez agressives pour le cheveu et même pour la personne. C'est trop sec et ça brûle les cheveux. Et bon, ça brûle les cheveux selon l'oxydation, le degré l'oxydant qu'on choisit. Mais là, avec la terre d'argile, franchement, on a l'impression d'appliquer du henné sur la tête, mais sauf que ça devient tout blond. Alors, quel est l'avantage justement de ce blond lumineux qui va rester tout au long de la saison, par exemple? Selon les bases naturelles des personnes, surtout qu'ici en Algérie, je vois le nombre de mèches sur les femmes que je croise dans la rue. Souvent, tout dépend du produit qui est utilisé. Moi, je pense que le produit que je vais présenter la semaine prochaine, je pense qu'il va convenir à beaucoup de personnes pour obtenir un cheveu naturel et sur 4 tons différents. Au lieu d'avoir un ton sur temps, on aura 4 tons différents de blond. Très bien, donc ça va faire un effet complètement naturel. Bon, de toute manière, il faut que ça soit fait par un professionnel toujours, parce que l'application elle est complètement différente. Sans ça va faire des... La coloration est très délicate pour certaines personnes. Je pense, oui. Voilà, et il faut le faire par les professionnels. En tout cas, les coloristes, c'est bien un métier aujourd'hui, donc à part entière, donc il faut savoir aussi appliquer Maintenant, dans tous les salons de coiffure où vous allez, il y a un coloriste, un coiffeur, un coupeur, une assistante pour les brushings. Donc c'est des départements complètement différents dans les salons de coiffure. Avant, le coiffeur, il était polyvalent, il faisait de tout. Comme moi, par exemple, quand j'ai appris le métier, j'étais polyvalent. On était obligé de toucher à tout. Aujourd'hui, dans les salons de coiffure, spécialisations. Chaque poste a un professionnel. Tout à fait. En tout cas, merci pour cette démonstration, en tout cas, du blond lumineux. Maachi, à très bientôt. Inch'Allah. À la semaine prochaine, probablement, pour ce nouveau produit. On en saura plus pour décortiquer un petit peu tout cela avec vous la semaine prochaine.
Mariam, merci. Merci. Pour l'asparagus d'aujourd'hui. Avec plaisir. Rendez-vous pris pour dimanche prochain. Inch'Allah. Oui. Inch'Allah. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Saïda Mariouf qui nous fait découvrir une très belle région. Cette fois-ci, le Qsar el-Ara, dans la ville de Ferjiwa, à l'ouest de Mila. Qsar el-Ara, un superbe palais se dressant au centre de la ville de Ferjiwa, à l'ouest de Mila, vous procure la sensation d'être dans un véritable conte de fées. Édifié en l'an 1834 sous le règne de Ahmed Bey, ce bâtiment de toute beauté répond parfaitement aux techniques et styles architecturaux islamiques développés en Andalousie. Ce bourge-là a été construit sur une terre, sur une assiette qui appartenait au cheikh Bouakaz Ben Achour, c'est-à-dire le 12e cheikh de la région. La région a connu une famille importante, c'est les Ben Achour. Les Ben Achour, c'est une famille qui a été, au début de la conquête française, elle a contribué avec Ahmed Bey pour la défense de Constantine en 1836-1837. Après, c'est Bouakaz Ben Achour a été désigné comme cheikh de la région. Plus de 180 années se sont écoulées depuis sa construction et l'édifice se trouve toujours dans un parfait état de conservation. Ce monument classé patrimoine national a bénéficié d'un plan de restauration pour une conservation encore plus durable. Pour ce monument historique construit au 19e siècle à la fin de l'ère ottomane en Algérie, une opération de réhabilitation a été inscrite. Et elle est d'une enveloppe de 140 millions de dinars. L'étude achevée, donc 2 appels d'offres ont été lancés, malheureusement infructueux. Donc une autre, maintenant, on a entamé une consultation pour entamer des travaux de réhabilitation prochainement, Inch'Allah. Il va être un musée, un lieu à visiter. Donc, comme c'est pareil, comme le palais du Bey à Constantine. C'est une très riche histoire que compte ce palais. C'est une pure merveille, création ottomane. Un véritable joyau à découvrir. S'élevant au fond d'une allée de palmiers, le palais comprend un immense patio de 800 mètres carrés et un vaste et somptueux jardin de plus de 2000 mètres carrés, ainsi que d'innombrables motifs décoratifs inspirés des arts islamiques, agrémentant chacun de ses murs. Le palais Oujnan el-Hakem est constitué de 2 étages comprenant des salles spacieuses embellies d'arcades à l'intérieur comme à l'extérieur. Le rez-de-chaussée comprend 9 chambres et le premier étage 6 chambres. Il y a également la terrasse et la grande cour ou le patio. Toutes les chambres sont dotées de balcons qui donnent sur tous les côtés de la ville. Avec le mur byzantin du Vieux Milève, la fameuse fontaine antique Ain el-Bled, fierté de ses habitants, le palais El-Ara constitue l'un des monuments phares dans la mémoire collective de cette région des hauts plateaux, Mila. Voilà, encore une fois, de belles régions à vous faire découvrir dans Bonjour d'Algérie tous les matins. Eh bien, on va continuer à vous faire voyager, puisque cette fois-ci, on vous emmène du côté de Sétif. Eh bien, dans 2 jours, nous allons célébrer les festivités du 8 mai 45. Triste date anniversaire, mais combien importante pour le peuple algérien, pour le souvenir et surtout pour la célébration, le renouveau, bien sûr, de l'Algérie, la reconstruction, encore une fois, à travers des projets titanesques, quelquefois. Eh bien, Sétif est en fête et prête aussi à accueillir ce 8 mai 45 avec bien entendu plusieurs projets qui ont été donc pris en charge et surtout mis en service, et ils vont être mis en service à l'exemple du tram de Sétif qui a vu le jour déjà il y a quelques temps et qui a été un projet commun d'envergure pris par plusieurs administrations, ministères également. Pour nous en parler, nous avons Madame Naïla Korba. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Vous êtes la directrice de communication de CETRAM. Effectivement, oui. Vous êtes accompagnée par Linda Benzidane. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes la chargée de communication à CETRAM. Vous devez être nombreuses et nombreux à travailler ces jours-ci, vu bien sûr l'échéance qui arrive à sa fin.
Le lancement officiel donc, du tram de Sétif. Effectivement, donc c'est prévu, Inch'Allah, pour dans 2 jours. C'est un groupement, donc c'est un projet qui a commencé, qui a vu le jour il y a 4 ans. Nous avons été plusieurs intervenants sur ce projet. D'abord, l'ordonnateur du projet, l'entreprise du métro d'Alger. Ensuite, les différents groupements qui sont passés par les phases de construction et de mise à disposition du système. Et nous, cette rame qui est intervenant en phase finale pour tout ce qui est pré-exploitation du projet, recrutement du personnel, formation des gens à tous les différents métiers qui existent au niveau de cette rame, c'est-à-dire maintenance, exploitation, vente, conducteur surtout. C'est ça. Et donc voilà, nous sommes en train de préparer tout ça. C'est beaucoup d'effervescence en ce moment. Il vous reste que 2 jours, vous dormez pas beaucoup. Il y a beaucoup de choses à régler, les derniers préparatifs, n'est-ce pas? Et donc, bien entendu, c'est pas une date anniversaire comme ça, anodine. C'est vraiment très important pour le peuple algérien. C'est très symbolique. Notamment pour la ville de Sétif qui a revêtu ses plus beaux atours aujourd'hui. Ah oui, Sétif, la nouvelle ville de Sétif. La nouvelle ville de Sétif est resplendissante. Et c'est un plaisir de travailler là-bas. Je vous cache pas que ça fait 1 mois que je suis là-bas, donc c'est une très belle ville et on est très excités de travailler sur tout ce qui est projet pour cette date symbolique-là, justement. C'est pas la première fois donc, que la société Cetram lance un tramway. Ça a été donc d'une ville à une autre. Alger d'abord, ensuite il y a eu Oran, Constantine, il y a eu Ouargla, il y a eu donc plusieurs villes qui ont eu leur tramway. À chaque ville, sa couleur aussi. Oui, exactement. C'est vrai qu'il y a une petite ressemblance. Le tramway de Sétif est rouge pour représenter la ville de Sétif, mais a un design différent de celui d'Oran qui est aussi rouge. D'accord. Alors, on va vous demander aussi, Linda Benzidane, vous qui êtes aussi dans la communication, beaucoup de choses aussi à faire dans la communication. Ça y est, ça va être le lancement, l'aboutissement, parce que après beaucoup de travail, donc de la concrétisation, le projet, ministère des Transports, plusieurs sociétés aussi qui ont travaillé sur l'exploitation, là, ça y est. C'est la fin, c'est la concrétisation. Mais en pré-exploitation, c'est vrai qu'on organise des campagnes de sensibilisation et de promotion. Mais avant, on sensibilise d'abord les gens, les citoyens de Sétif, à ce nouveau mode de transport. Exactement. Au grand public, mais surtout à un public particulier qui est... les jeunes, surtout les enfants. Donc on se déplace dans les écoles avec un support pédagogique. On leur explique d'abord ce nouveau mode de transport. Puis surtout, on insiste sur les consignes de sécurité. Et on les invite à prendre... Surtout la dangerosité quand même de ce nouveau moyen de transport. C'est pas quelque chose de dangereux. Ils ont tendance à courir sur la plateforme, ils font pas vraiment attention. Donc on leur explique vraiment le danger lié au tramway. Et on les invite à prendre leurs précautions. C'est sûr, c'est sûr. Vous avez un autre aussi défi à relever, c'est celui donc du recrutement, de la prise en charge surtout de ce nouveau moyen de transport et l'exploitation définitive. Oui. C'est vrai qu'en pré-exploitation aussi, on commence par le recrutement. Par le biais de l'ANEM locale. Et puis, toutes les personnes recrutées suivent des formations selon leur futur métier. Que ce soit conducteur, régulateur PCC, contrôleur, BMI. Donc, c'est des nouveaux métiers liés à ce nouveau mode de transport. Donc, ils suivent toute une formation théorique. Puis, ils sont les autres unités de la Cetram les accueillent. On le voit c'est celui-ci, donc il sera mis en service. Vous avez fait plusieurs phases donc d'essais, de mise en service de ce nouveau tram. On laisse tous les équipements mis à notre disposition par les constructeurs. Et on commence la marche à blanc qui est les essais techniques de la ligne, la voie. Bien sûr. Et le 8, ça va être donc mise en service Inch'Allah. Pour l'inauguration officielle. À partir du 9, les gens de Sétif pourront profiter enfin de leur tramway. Voilà, tout à fait. Et bien entendu, ça sera inauguré en grande pompe avec les différents ministères, bien sûr. Et voilà le Wali de Sétif. Le ministre des Travaux publics et des Transports, le Wali, la délégation officielle de la ville, les autorités locales et bien sûr toutes les parties prenantes au projet et les personnes qui ont fortement contribué. Exactement. Et vous qui serez très contents donc, pour l'effort enfin réalisé, ça y est, tous vos efforts ont été donc vains, puisque c'est pas vain plutôt, c'est plutôt au contraire abouti à la réalisation d'un beau projet. Effectivement, c'est très abouti. D'ailleurs, le 9 mai, les gens pourront commencer dès
dès le matin à acheter les abonnements qui sont à disposition. C'est ça. Plusieurs abonnements sont à disposition des gens, donc les abonnements étudiants notamment, les abonnements seniors, classiques, les abonnements pour jeunes adultes et aussi surtout l'abonnement unique entre le tramway et le bus en collaboration justement avec l'ETUS Sétif. Très très bien. Donc beaucoup de choses à dire concernant cette nouvelle exploitation bien sûr du tram de Sétif, le tramway de Sétif, avec une seule ligne pour l'instant, donc avec pour 15 km 15 km 600. 600, oui quand même. Voilà, qui va d'une ville, plutôt d'une commune à une autre? Non, pas encore d'une commune à une autre, mais c'est une très très longue ligne, je ne vous cache pas, c'est une des plus longues lignes que nous avons, que nous exploitons. Qui va désengorger peut-être la ville, point de vue donc embouteillage, qui va rendre service à beaucoup. C'est le souhait effectivement, oui, et qui apporte une petite touche unique et touristique à la ville, bien sûr, puisqu'on peut traverser toute la ville et voir tout, mais en extérieur, c'est charmant. C'est un atout touristique important aujourd'hui qui vient renforcer vos travaux et surtout l'exploitation bien sûr de ces trams. Alors il y a d'autres projets qui vont être mis en service aussi bientôt, j'espère. Après Sétif, ça va être Mostaganem. C'est cela? Inch'Allah, c'est ce qui est prévu au programme. Oui. Il y a l'extension de l'unité de Constantine aussi, qui est prévue à la fin de cette année. Et on espère d'autres projets aussi. D'autres projets. Alger aussi va avoir peut-être une autre extension? À terme, oui. À terme, oui. À terme. Je n'ai pas encore de date malheureusement pour ça, mais à ça terme, va venir. C'est prévu, oui. C'est prévu, encore une fois, avec bien sûr une nouvelle ligne, pourquoi pas, du côté de Dergana. Inch'Allah. C'est ce qu'on m'a dit, entre guillemets, et pourquoi pas d'autres lignes pour, encore une fois, faciliter le transport à d'autres usagers. Et à d'autres usagers, surtout à d'autres wilayas. Donc, parce que nous arrivons maintenant à 6 wilayas quand même, nous exploitons le tramway. Et chacun veut avoir son propre tramway. Ah oui, oui. C'est tellement pratique comme mode de transport et tellement... touristique, j'en reviens à ça. Voilà. En tout cas, parler un petit peu de cette exploitation, bien entendu, les différents métiers qui vont être aussi à côté, qui vont voir le jour aussi. Bien sûr, CETRAM, c'est un créateur de vocation, hein, si on veut, parce que ce sont des métiers tout nouveaux, tout ce qui est conducteur, tout ce qui est maintenance des installations fixes, tout ce qui est agent de vente, contrôle et sécurité. Donc nous prenons en charge toutes ces formations-là. Et en général, c'est un effort commun. Toutes les unités viennent toujours sur une nouvelle unité pour apporter leur expertise, apporter leur savoir-faire, un savoir-faire gagné en ces 5 dernières années. Et donc, il est très beau, hein, en tout cas. Quand on le voit comme ça, à travers la ville de Sétif, qui va encore revêtir une nouvelle image. Voilà. Oui, on espère. Avec ce nouveau parc qui va être aussi inauguré, avec aussi l'université qui va être inaugurée. Beaucoup de choses vont être inaugurées lors donc, de ce 8 mai. Donc à travers toute la wilaya de Sétif, Galma également aussi sera en fête. Et toute l'Algérie, bien entendu. Alors, dernier mot peut-être pour parler de ces festivités. Vous avez choisi cette date butoir? Oui, il fallait relever le défi. C'est une date très symbolique et on voulait vraiment avoir quelque chose à présenter de beau et de positif un petit peu pour justement contrecarrer l'histoire et justement en faire une fête et en faire quelque chose à célébrer. Voilà, c'est parfait. En tout cas, un dernier mot pour vous également. Allez-y. Pour moi, Linda. Barak Chab Staifi pour leur tramway. Et on leur demande d'en bien prendre soin. Voilà, tout simplement. Et vous serez là pour, bien sûr, continuer l'exploitation et la mise en place et bien sûr l'entretien de ces trams. Merci beaucoup d'être venue. Linda, je rappelle, Linda Benziden, vous êtes chargée de communication de ces trams. Également, Naïla Korba, directrice de la communication de ces trams. Merci beaucoup d'être venue. Merci de nous avoir reçus. Là, je sais que vous avez beaucoup de travail en ce moment et vous avez quand même fait le déplacement. On vous dit bonne chance, bon retour du côté de Sétif pour l'inauguration officielle. Merci beaucoup. Voilà. Bonne journée à vous tous. Et bien, quant à moi, je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe du Bonjour d'Algérie ce matin. On vous donne rendez-vous demain, 8h, 9h30 avec Radia Boulmahali. À la semaine prochaine. Au revoir.